Bonjour, donc voici la suite du chapitre sur la sociologie de l'école. On était arrêté au 1.2, on avait commencé la question de la massification scolaire. Alors, la massification scolaire, c'est quoi? On avait commencé, il me semble, par définir ce que c'était que la massification scolaire, donc je vais tout reprendre. Donc je vous redonne la définition qui est assez simple, c'est l'augmentation du taux de scolarisation. Voilà, définition, la massification scolaire, hausse du taux de scolarisation. On l'a vu et on l'avait noté grâce au document 1, page 246. On avait vu une série de lois qui permet, de la loi Guizot de 1833, qui permet une obligation de construire des écoles dans les villages, jusqu'à la dernière loi de massification, on peut la dater de 1975 avec la loi Haby qui crée le collège unique. C'est-à-dire qu'avant, il y avait plusieurs collèges, plusieurs filières en fait au sein du collège. Et là, on regroupe toutes les filières en une seule, où tous les élèves de toutes les classes sociales s'y retrouvent dans le même collège. On voit mécaniquement des chiffres qui vont évoluer. Je vous ai donné à travailler pour cette semaine le document 3, page 247. Donc dans ce document 3, vous avez le graphique qui permet de voir que globalement, la situation des jeunes de 17 ans est passée de 25% de jeunes à être scolarisés à aujourd'hui 2001, c'était 1960, 1960, 25%, 1955 peut-être, à aujourd'hui 2015, 2020, on est autour de 75% de taux de scolarisation. Donc on a une croissance qui est de, on a plus de 3 fois plus d'élèves scolarisés aujourd'hui par rapport à il y a 50 ans. Il y a même plus de 50 ans. La première question, elle, s'agissait de répondre sur la part des jeunes de 17 ans scolarisés en général et technique ou technologique, puisqu'il y a une différence entre la question et le graphique, mais c'est technologique. Donc il faut faire attention, il faut prendre tout ce qui est en rose. Le calcul, c'est le coefficient multiplicateur. Vous faites 20 parce qu'on est à peu près à 20% d'élèves scolarisés à 17 ans en terminale. Voilà, ceux qui sont en première ou seconde, ceux qui sont en bleu, c'est ceux qui ont redoublé. Donc c'est une coupe à un instant T que fait le graphique. Et donc on a en rose, la réponse 1, c'est seulement le rose. Donc dans le rose, il ne faut pas me dire 75%, 80%, puisque ça c'est l'ensemble, c'est la totalité. Donc si on prend la dernière date, aujourd'hui, 2015, eh bien c'est bien 20%. À peu près 20%, si vous mettez 18, c'est pas très grave. Donc 20% divisé par le rose au départ, qui est à peu près de 5%, eh bien on est à x4. On a 4 fois plus aujourd'hui, 2015, de scolarisés à 17 ans en terminale générale et technologique que en 1955, où il y avait seulement 5% à peu près. Les chiffres ne sont pas très précis, mais voilà. Pourquoi? C'était la question 2. Pourquoi? C'est la question de la filiarisation. On a créé des filières. Et cette multiplication de filières a permis que des élèves de classe populaire puissent accéder au bac grâce à la création du bac professionnel. On voit le bac professionnel apparaître en orange timidement en 90 et puis vraiment une croissance importante du bac pro à partir de 2008 sur le graphique. C'est la couleur orange. Alors, définition de filiarisation. La filiarisation, c'est ce qui permet la massification. Alors, je vous laisse noter, définition de filiarisation. Création de filières hiérarchisées à l'école. Création de filières hiérarchisées à l'école. Voilà. Et le choix de filière, on va voir, détermine le processus de sélection. On va voir que tout le monde ne va pas choisir les mêmes filières et que ce choix est contraint par notre origine sociale. Ça, on le reverra. Donc, la question 3, c'était la question des principales évolutions qu'a connu le taux de scolarisation entre 2000 et 2007.
C'était le graphique à droite du document 3. Là, on voit en fait que les enfants en bas âge de 3 ans vont être un peu moins scolarisés de 2000 à 2017, tandis qu'à l'opposé, on a un allongement de la scolarisation après 18 ans. Donc, on voit finalement que les personnes en 2017 vont moins scolariser les 2-3 ans. Sans doute, voilà une hypothèse, ils demandent de faire des hypothèses. Sans doute que la question du chômage de masse qui va repartir à la hausse dans les années 2000 va toucher les femmes qui vont se mettre davantage femmes au foyer et qui vont pouvoir prendre en charge leurs enfants. Et donc ces enfants de 3 ans, mécaniquement, ne sont plus scolarisés, ne sont plus en crèche. Et puis la question, pareil, du chômage de masse pour la fin, qui explique la fin, après 18 ans, où en fait les jeunes vont reporter leur entrée dans le marché du travail, parce qu'ils anticipent que sur le marché du travail c'est difficile de trouver un emploi rapidement, donc ils préfèrent être surdiplômés pour avoir plus de chances d'acquérir un salaire, un emploi avec un salaire plus élevé. Disons un salaire qui correspond à leurs ambitions et à peu près à leurs qualifications. Voilà, donc la massification scolaire, elle est bien expliquée dans ce document 3 qu'on a fini d'analyser, parce qu'on voit une augmentation du taux de scolarisation générale, donc il faut retenir à peu près ça, c'est-à-dire qu'à 17 ans, les jeunes sont 80%, aux alentours de 80% à être scolarisés. Ensuite, cette massification va de pair avec la production et la consommation de masse. Souvent, on dit scolarisation de masse, production de masse, consommation de masse. Donc vous mettez ce trio-là ensemble. Pour qu'on ait une production de masse, il faut élever les qualifications. Donc la scolarisation participe de continuer, de poursuivre ce mouvement-là. Et puis, la scolarisation va permettre aussi de contribuer à une homogénéisation des modes de vie, qu'on avait déjà vu dans un chapitre précédent avec Henri Mindras, qui finalement voit dans la consommation de masse le fait que toutes les classes consomment la même chose et un niveau de vie plus proche. Eh bien, la scolarisation commune du collège, par exemple, entre toutes les classes sociales, participe aussi de cette homogénéisation des modes de vie, quelles que soient les origines, ou si vous venez de la campagne ou de la ville, comme le lycée Galilée, et finalement aussi ce syncrétisme ce mélange entre les personnes de la campagne, les personnes de la ville, qui se retrouvent au même endroit et avec la même expérience de vie, le lycée. Et donc ça participe de cette homogénéisation. Voilà, cette massification s'est faite pour toutes les classes sociales, puisque le taux d'accès au bac est passé de 2% en 1965 à aujourd'hui plus de 65%, 70% d'accès au bac. Non, c'était 1929, excusez-moi. J'ai lu trop rapidement, donc le taux d'accès au bac, je répète, est passé de 2%. Ce n'était pas en 1965, mais en 1929, excusez-moi. Donc le taux d'accès au bac est passé de 2% en 1929 jusqu'à près de 70% aujourd'hui. Voilà. On le voit aussi sur le graphique, puisque sur le graphique on est à près de 80, mais dedans, dans le graphique, on voit qu'il y a le CAP, etc. Donc si on regarde que le bac, on est à 70. Les enfants d'ouvriers sont 49 fois plus nombreux dans les années 80 à accéder au bac qu'en 1929. Donc là aussi, la massification a bénéficié à toutes les classes. Je répète, les enfants d'ouvriers sont 49 fois plus nombreux dans les années 1980 à accéder au bac qu'en 1929. Donc cette massification a permis une certaine démocratisation. Démocratisation, ça veut dire, on va le revoir, mais que toutes les classes peuvent accéder à ce niveau du baccalauréat. Aussi, il faut distinguer deux choses, c'est-à-dire que
les 30 Glorieuses ont vu naître les premières lois comme la réforme Abi, comme des lois de massification, la mixité à l'école, le fait que les filles rentrent à l'école aussi dans le secondaire. Eh bien, c'était dans une perspective de progrès où finalement il y a une égalité des chances qui s'est créée, puisqu'il y avait plus d'emplois de cadres qui étaient accessibles, et donc les enfants d'ouvriers vont pouvoir permettre d'accéder à des diplômes du secondaire et pouvoir intégrer après des statuts intermédiaires, voire de cadres. Aujourd'hui, depuis les années 80, les 30 piteuses, on en a déjà parlé sur le premier chapitre, eh bien, il y a une ouverture nouvelle qui se passe au lycée. Disons, les 30 glorieuses, c'est plutôt l'ouverture au collège. L'ouverture au lycée, c'est plutôt les 30 piteuses, à 90. Eh bien, cette ouverture se fait dans un contexte complètement différent et beaucoup plus difficile, où le chômage de masse frappe. Et donc là, on peut s'interroger si cette massification a permis ou non cette démocratisation scolaire. Donc, on va passer au 1.3, la démocratisation de l'école. Voilà, le plan, vous l'avez un peu au-dessus de la vidéo. La démocratisation de l'école, donc 1.3, virgule, un processus toujours inachevé. La démocratisation de l'école, un processus toujours inachevé. Donc, la démocratisation scolaire, définition, je vous donne la définition, puis après je vous donnerai des exemples et on va voir comment on peut analyser celle-ci. Situation où la progression de la scolarisation permet une réelle égalité des chances. Donc, situation où la progression de la scolarisation permet une réelle égalité des chances, se traduisant par une réduction des inégalités entre les classes sociales. Voilà, réelle égalité des chances, se traduisant par une réduction des inégalités entre les classes sociales. Donc jusqu'aux années 60, les inégalités scolaires étaient surtout des inégalités d'accès. On empêchait les filles d'accéder au bac, on empêchait les classes populaires d'y aller. Et au début des années 60, un enfant sur deux ne parvenait pas en 6e. Donc la moitié de la population passait le certificat d'études et arrêtait après. On comptait seulement 10% de bacheliers dans une génération. Et les cadres avaient 80 fois plus de chances d'entrer à l'université qu'un fils de salarié agricole. Donc 1 sur 2 ne parvenait pas au 6e, 10% d'une génération était bachelier, donc ce qui faisait bien moins qu'aujourd'hui, et les fils de cadre avaient 80 fois plus de chances d'aller à l'université qu'un fils de salarié agricole. Entre 59 et 75, on a les réformes qui permettent la massification, comme on a dit précédemment. La scolarisation obligatoire jusqu'à 14 ans, la réforme Abi. Et ensuite, le lycée s'est ouvert dans les années 80 pour accueillir de nouveaux lycéens. Ainsi, Chevènement, c'est un homme politique français qui a été ministre de l'Éducation sous Mitterrand, affirme en 1985 l'objectif de 80% d'une classe d'âge au niveau baccalauréat. Voilà, aujourd'hui on est, comme je disais tout à l'heure, 70% qui accèdent à ce niveau. On n'est pas encore à 80%. Donc l'accès, c'est ouvert. L'accès au lycée, on peut dire que toutes les classes sociales accèdent au lycée comme ils ont accédé au collège pendant les 30 Glorieuses. Donc cette massification de l'accès a permis une certaine démocratisation. C'est-à-dire que tout le monde vient dans les mêmes établissements et tout le monde vit la même expérience. On va voir que c'est un petit peu plus complexe, mais disons qu'il y a un brassage qui se fait, un brassage social. On va regarder pour ça les chiffres. Alors, sur la répartition de la population active, on a dans la population active, on va comparer la population active avec le document 1, page 248. Donc dans le document 1, page 248, on voit par exemple
qu'il y a sur les premières et terminales générales, on va commencer par ça, 1,6% de fils d'agriculteurs qui sont en première et terminale générale. Les agriculteurs ont accès à la section générale autant qu'ils sont dans la population active, parce qu'ils représentent exactement 1,6% de la population active et ils se retrouvent 1,6% au lycée général. Donc on peut dire que l'accès est démocratique parce qu'il y a une proportion égale. Sur les cadres, par exemple, on a 18% de cadres dans la population active. On voit ici en vert, si on ajoute aussi les enseignants, parce qu'ils ont distingué les deux, bon, 29 plus 5, 34, 34,7, on a une surreprésentation des cadres au lycée général et une sous-représentation des cadres en formation professionnelle au lycée. Donc surreprésentation, pourquoi ? Parce que, je vous ai dit, il y en a 34,7, alors qu'ils sont que 18% des actifs. Donc ils sont à quasiment 2 fois plus, une surreprésentation de 2, alors qu'ils sont largement sous-représentés en formation professionnelle, puisqu'ils sont seulement 7,4%, les fils de cadre à être en lycée pro. C'est-à-dire qu'à Galilée, par exemple, les chiffres montrent qu'il y a 2 fois plus de catégories favorisées que la moyenne nationale. Donc on a une surreprésentation des catégories favorisées, donc cadres, alors que si on faisait une étude de la Châtaigneraie, on ne l'a pas fait, mais on verrait sans doute des chiffres très différents pour les classes favorisées. Donc là, on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas inégalité ? Et est-ce qu'il y a démocratisation scolaire ? Tout le monde a accès, mais avoir tous accès ne veut pas dire réussir tous d'abord, et puis qu'il y a une égale proportion. Sur les ouvriers employés, on peut prendre les deux, 20% d'ouvriers dans la population active, ils se retrouvent à 16% en général, contre 35% quasiment en lycée professionnel, toujours dans le document 1. Donc une surreprésentation des ouvriers dans le milieu pro, dans le lycée pro, et une sous-représentation en général. Pour les employés, c'est encore aussi très flagrant, sous-représentation plus forte en lycée général, et une sous-représentation aussi en professionnel. Voilà, donc il existe véritablement une inégalité des chances d'accès en lycée pro ou lycée général. Tous les lycées ne se valent pas, de par les filières, parce qu'on a dit dans la définition de filiarisation qu'il y avait des filières qui étaient plus ou moins hiérarchisées. Comment on le voit ? Parce que le taux de rentabilité du diplôme n'est pas le même, c'est-à-dire que ceux qui ont un bac général ne vont pas avoir les mêmes salaires que ceux qui sont en bac, par exemple, technologique ou professionnel. C'est-à-dire que la moyenne des salaires est plus élevée quand vous avez un diplôme général. Donc ça, c'est une moyenne, ça ne veut pas dire que ça arrive tout le temps, mais que c'est plus souvent le cas. Donc on parle d'inégalité des chances selon les classes sociales. Alors c'est quoi l'inégalité des chances ? Je vous fais noter la définition. Donc inégalité des chances, situation dans laquelle tous les individus n'ont pas la même probabilité d'accéder. Tous les individus n'ont pas la même probabilité d'accéder aux positions sociales les plus valorisées. Voilà, cette probabilité, cette probabilité dépend de leur origine sociale. Alors pour expliquer ce phénomène, on peut citer l'auteur Pierre Merle. Pierre Merle qui, son ouvrage, je vous l'ai mis en bibliographie. Donc vous avez, selon lui, une sorte de démocratisation ségrégative. Une démocratisation parce qu'il y a l'accès, c'est une sorte de démocratisation quantitative, mais pas qualitative. Quantitative, tout le monde a accès, donc tout le monde vient au lycée, mais pas dans le même lycée. Et finalement, elle est ségrégative parce que au sein des lycées,
on a aussi des filières qui n'ont pas les mêmes valeurs. Et donc, on va avoir des publics différents dans les filières STL, STMG ou S, par exemple. On le voit, par exemple, dans un lycée où j'ai travaillé, les chiffres montraient qu'il y avait 2 fois plus de boursiers en STMG qu'en S. Pourtant, en seconde, évidemment, on ne regarde pas l'origine sociale et on ne regarde pas si l'élève est boursier pour l'orienter. Mais on voit apparaître une inégalité forte de ce point de vue-là. Boursier, ça veut dire voilà, avoir une bourse. Donc si on a une bourse, ça veut dire que on vient d'une origine plutôt populaire. Cette démocratisation ségrégative, elle se fait du coup non plus entre l'extérieur et l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a, on a tous accès, donc les inégalités ne sont plus des exclus qui arrêtent en 6e ou qui arrêtent en 3e, mais des exclus de l'intérieur finalement. Des exclus de l'intérieur parce que dans la compétition scolaire au sein du lycée, eh bien certains seront exclus ou relégués dans des filières. Hein. Comme parfois on dit, hélas trop souvent au collège, si on est mauvais en 5e, eh bien on va faire une 4e technologique. Et donc on prend les plus mauvais élèves pour les mettre en technologique ou professionnel. C'est bien dommage, contrairement à l'Allemagne, mais c'est ce qui se passe, et donc c'est pour ça qu'on a tendance à dire que c'est des filières de relégation, parce qu'un bon élève qui voudrait aller dans cette filière-là sera déconseillé par les professeurs, qui vont leur dire bon, il faut mieux que tu fasses une générale, tu vaux mieux que ça, etc. Donc il y a évidemment une hiérarchie quand on voit ça, et voilà, l'expérience du lycée ou l'expérience du collège n'est pas la même entre un bon élève et un mauvais élève, et ces inégalités sont fortes. On peut dire aussi que cette ségrégation se joue aussi entre même lycées généraux, c'est-à-dire que c'est pas la même chose d'être au lycée, dans le lycée de la Courneuve que de faire une première et une terminale S au lycée Louis-le-Grand à Paris, parce que c'est des lycées de prestige où on va avoir un accès privilégié aux classes préparatoires. C'est comme avoir un 15 à la Courneuve dans un lycée, c'est pas la même chose que d'avoir un 15 dans des lycées de centre-ville parisiens. Par exemple, les professeurs de ces écoles, de ces grandes écoles, eh bien, font lire un livre pour le week-end aux élèves. Il est très rare que dans 90% des lycées de France, ça se passe ainsi. C'est-à-dire que si on arrive à vous faire lire un livre de SES en une année, on est déjà bien content. Mais voilà, on ne va pas vous donner un livre à lire pour un week-end parce que ça vous semblerait démesuré. Pourtant, c'est ce que d'autres peuvent faire. Donc il y a une accumulation du savoir et une exigence du savoir beaucoup plus importante dans ces lycées où les enfants ont l'habitude de lire très régulièrement et de passer beaucoup plus de temps que vous à réviser leurs cours. Donc, Pierre Merle va parler d'une certaine ségrégation scolaire. Donc, je vous définis ce terme-là, ségrégation scolaire. C'est un processus de sélection interne à l'école aboutissant à écarter les classes populaires. Donc, processus de sélection interne à l'école aboutissant à écarter les classes populaires des filières et des établissements les plus prestigieux. Voilà. Tout à l'heure, je vais vous donner un chiffre pour étayer un petit peu mes propos sur les classes, sur les établissements d'excellence, les lycées d'excellence. Il y a les 20 plus grands lycées, on va dire, vont fournir 80% des élèves des grandes écoles de premier rang. Les grandes écoles de premier rang, ça va être Sciences Po Paris, et non pas les sciences politiques de province. Donc Sciences Po Paris, l'ENS, l'École nationale supérieure, l'ENA, l'École nationale de haute administration, qui forme les futurs présidents, grosso modo, Polytechnique, l'École des mines, voilà, sont des écoles très prestigieuses qui ont été créées au 19e généralement, et qui forment l'élite, c'est-à-dire ceux qui vont devenir
président des grands groupes multinationaux, président du Trésor public, par exemple de la Banque de France, qui vont travailler aux fonctionnaires à Bercy, hein, aux impôts. Donc ces 20 lycées de prestige fournissent 80% des élèves de classe préparatoire d'excellence, ce qui veut bien dire qu'on ne vit pas la même chose dans ces établissements-là, et qu'on n'a pas les mêmes chances d'entrer aussi dans les grandes écoles. Et on a 3500 lycées français. Donc vous voyez qu'une petite minorité truste finalement quasiment tous les postes. C'est très difficile pour un élève de la Courneuve d'accéder, et c'est peut-être encore plus difficile avec Parcoursup, puisque Parcoursup va nuancer votre bonne note à la Courneuve et va coefficienter votre note en fonction de votre établissement. Voilà pour ce chiffre. La massification scolaire, on va parler aussi, avant de passer au grand 2, elle touche aussi les filles. Hein. Donc on avait dans le document 1, page 246, aussi quelques dates pour montrer que les filles vont accéder aussi au supérieur, au lycée et au collège. Par exemple, c'est 1880 où une démocratisation scolaire des filles commence. 1880, droit d'accès au collège et au lycée. On a aussi en 1924 le droit de passer le bac pour les jeunes filles. Et en 1969, hein, c'est la conséquence de mai 68, la mixité scolaire. 1969, mixité scolaire. Et donc ça a permis une massification des filles et une réelle égalité des chances, au point même qu'aujourd'hui, on voit une augmentation, une supériorité même de l'espérance de scolarisation des filles sur les garçons. C'est le document 4, page 249. Document 4, page 249. Vous voyez deux courbes. La courbe violette des filles, qui est systématiquement supérieure depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui, où on voit même que en fait, l'espérance de scolarisation, c'est-à-dire la durée d'années de scolarisation après 15 ans, progresse plus vite pour les filles que pour les garçons. Hein, on voit que l'écart s'écarte un petit peu, progressivement. Donc c'est un événement assez magistral au XXe siècle, c'est que les filles, après avoir été reléguées pendant des décennies de l'école, avoir été écartées, y a accès, et même poursuivent plus longtemps et réussissent mieux à l'école que les garçons. Voilà, je vais vous mettre deux graphiques aussi sous la vidéo, où vous allez voir que la répartition des filles et des garçons en terminale en 2015 n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on va voir que les filles vont être largement surreprésentées, au point qu'elles sont presque 120 000 dans la voie générale, contre seulement moins de... non, excusez-moi, 12 000 contre, pour les garçons, on est à 8 000. On est à, non, un peu plus, 9 000. Donc cette répartition des filles, les filles privilégient plutôt le général, tandis que les garçons vont choisir plutôt l'apprentissage, la voie professionnelle. Voilà, c'est pas trop étonnant, hein. Vous avez juste à vous balader devant le lycée La Châtaigneraie pour voir qu'il y a plus de garçons, et au lycée Galilée où on voit qu'il y a un petit peu plus de filles, hein, quand on regarde les chiffres des secondes par exemple, ou la composition des classes. Dans le document 2, je vous ai mis aussi sous la vidéo une répartition des filles et des garçons selon les filières. Là, vous pouvez dire aussi que la démocratisation des filles s'est faite, mais qu'elle est aussi inégalitaire de l'intérieur, parce que les filles vont accéder plus au L et moins souvent à la filière scientifique, S, alors que la filière ES est la plus paritaire. Hein, c'est donc qu'il faut rappeler ce que sont les filières, même si elles n'existent plus, mais la majorité des études ont été faites avec cette répartition par filière qui a toujours existé depuis le bac, en fait, pas depuis le bac, mais depuis les années 70, quoi, hein, où la filière ES est créée, et donc on a ces trois filières-là depuis les années 70, donc depuis 50 ans, voilà, alors que la suppression des filières date d'il y a 2 ans, donc on n'a pas d'études encore sur le choix de sélection des spécialités.
257, page 257, on voit aussi une répartition selon 257, document 3. Voilà la part des filles dans plusieurs spécialités de lycée professionnel. Donc on voit qu'elles sont très minoritaires dans les lycées pro, dans l'énergie, bâtiment, moteur, mécanique. Hein, elles sont 3,5%, alors qu'elles vont être 99,5% dans les services aux personnes, esthétique, coiffure. Le nettoyage, elles vont être aussi plus présentes. Et puis à l'université, c'est sur le toujours document 3 mais à droite, on voit que les filles vont être surreprésentées dans les facs de sciences humaines, de paramédicales, hein, 70%, 85%, alors que très minoritaires dans le secteur numérique. Hein, prenez toujours les chiffres un peu les plus opposés pour montrer l'ampleur des inégalités, pour bien utiliser les chiffres pour servir votre propos. Il faut utiliser voilà, les chiffres les plus extrêmes pour bien comprendre. Voilà, les inégalités filles-garçons à l'école se voient aussi au niveau des enseignants. Je vous ai mis un petit document aussi là-dessus, document 3, sur les inégalités de genre chez les enseignants, qui peuvent aussi finalement participer de cette reproduction des rôles sexués, hein, que vous avez peut-être vu déjà dans le chapitre socialisation de première, où on voit par exemple les profs de langue sont très majoritairement des femmes, les profs de français aussi, les profs de SVT, tandis que les profs de maths, de physique vont être essentiellement des hommes. EPS aussi. Voilà, les filles réussissent mieux aujourd'hui, hein, elles ne sont pas partout dans toutes les filières, etc. Mais globalement, elles ont des taux de réussite au bac de 92% contre 89% chez les garçons. C'est le document 1, page 263. Document 1, page 263. Reprenez ces chiffres-là. Les filles réussissent 92% du bac général contre 89% chez les garçons. 3%, on peut dire c'est peu, mais à l'échelle de milliers de bacheliers, ça fait beaucoup. Et idem pour la réussite en 3 ans en licence, c'est-à-dire quand les filles vont être un tiers à réussir du premier coup les 3 ans de licence, 32%. Tandis que les hommes vont être seulement 21,3%. Ce qui fait là une différence de 11 points, ce qui est aussi conséquent. Voilà, vous pouvez aussi lire le document 2, page 263. Hein, je ne vais pas le lire là, mais lisez-le. On voit des pistes qui permettent d'expliquer ces inégalités. Une anticipation des filles d'abord, que le marché du travail va être plus difficile pour elles, puisqu'elles vont être victimes de discrimination. Donc elles vont avoir tendance à augmenter leur durée d'études. Hein, on l'a vu avec l'espérance de scolarité des filles qui est plus longue. Donc elles augmentent la durée d'études pour pouvoir rattraper un petit peu cette discrimination et rattraper le salaire des hommes. Et puis, elles anticipent aussi le fonctionnement familial et le fait qu'elles auront une surcharge de travail, donc elles ont tendance à choisir des métiers où elles pourront être disponibles pour pouvoir s'occuper des enfants. Donc, c'est aussi finalement une forme d'intériorisation de l'inégalité des sexes et du patriarcat. Hein, mais les femmes participent aussi de ce patriarcat dans la mesure où elles vont davantage s'occuper des enfants que les garçons. Voilà, c'est ce que dit Marie Dubreuil-Bella. On a aussi, évidemment, ce que vous avez étudié en première, la question de la socialisation genrée, où les filles vont être éduquées de façon différente. C'est ce qu'on va voir dans le grand 2, les déterminants des inégalités scolaires. Donc, grand 2, les déterminants des inégalités scolaires. 2.1, la socialisation genrée joue toujours un rôle dans les destins sociaux. La socialisation genrée joue toujours un rôle dans les destins sociaux. Donc pourquoi les filles, par exemple, choisissent plutôt la filière L ou esthétique, coiffure, 95,5%, plutôt que mécanique? C'est lié au processus de socialisation. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette définition. Hein. La socialisation, c'est l'acquisition des normes, des valeurs, des rôles
partagées par la société, par les membres de la société. Donc les normes et les valeurs vont être différentes selon notre genre. Voilà, c'est un des critères. Il y a d'autres critères, mais là on est sur le genre. On voit par exemple quand on demande aux gens ou quand on étudie les albums de jeunesse, comme c'est le cas dans le document 1, page 256, prenez page 256, document 1, on voit que dans les albums de jeunesse, eh bien, les petites filles ou les petits garçons vont être différents. Et donc l'image différente qu'on renvoie, par exemple, c'est les adultes agressifs menaçants sont plutôt masculins ou les garçons. Idem pour amusant, drôle, alors que les personnages qui vont être plutôt attentifs, concentrés, dociles, tendres, câlins, serviables, vont être davantage les filles. Donc on voit vraiment une socialisation différentielle, on appelle ça, socialisation différentielle, c'est-à-dire qu'on attribue des normes et des valeurs différentes aux filles et aux garçons. Il y avait dans le documentaire qui s'appelle La domination masculine, documentaire que vous pouvez retrouver sur YouTube, un médecin qui expliquait que quand on vient au monde le nourrisson, eh bien, les parents, si le bébé pleure, vont pas avoir les mêmes explications si c'est une fille ou un garçon. C'est-à-dire que si c'est une petite fille qui pleure, on va dire ah bah elle a mal quelque part, elle souffre, faut faire quelque chose. Alors que si c'est un nourrisson garçon, eh bien ils vont interpréter ça, les pleurs, comme ah il est en colère, il n'est pas content. Donc cette interprétation différente va nouer aussi des attentes de rôles différents. On va apprendre la virilité aux garçons, on va plus le solliciter en termes de sport, par exemple, on va un peu plus l'inscrire au sport que pour les petites filles, et pas dans les mêmes sports. On va encourager son ambition, son courage, la compétition, l'esprit de compétition, alors qu'on va incorporer plutôt les valeurs de douceur, d'écoute et de sagesse aux jeunes filles. Et donc ça va permettre aussi que les filles soient plus attentives en classe, plus sages, plus dociles au sens se laisser enseigner, c'est-à-dire être à l'écoute, écouter les conseils, alors que les garçons vont être plutôt rétifs et parfois jusqu'à la confrontation avec l'institution scolaire et vont moins écouter, vont être moins soigneux. Donc autant d'attentes. Les attentes du système scolaire sont plutôt des attentes féminines, par rapport à des qualités féminines. La rigueur, le fait de tenir bien propre son cahier, d'être à l'écoute, de ne pas parler sans cesse, voilà, d'écouter les autres, prendre la parole quand on le demande, etc. Donc la lecture par exemple va être aussi très différente, c'est-à-dire que les parents vont plutôt lire des contes aux petites filles qu'aux garçons. Donc ça va développer davantage le goût de la lecture pour les filles que pour les garçons, ce qui va évidemment avoir un rôle important quand on va choisir la filière. Quand on choisit la filière littéraire, c'est qu'on aime bien lire. C'est pour ça qu'on retrouve dans le graphique du document 2 beaucoup plus de filles en filière littéraire, 27% des filles sont en filière littéraire contre 7% des garçons. Voilà, on voit dans les filières nettoyage, beaucoup plus de filles, et évidemment, du coup, dans les métiers, ça se retrouve. Par exemple, au lycée égalité, vous allez avoir les personnels de ménage sont essentiellement des femmes, il y a seulement 2 hommes, contre, je pense, 7-8 femmes. On a aussi les répartitions de genre chez les professeurs sont aussi très flagrantes, c'est-à-dire que les profs d'espagnol sont que des femmes. On a en français aussi beaucoup plus de femmes que d'hommes. Voilà, j'avais un petit tableau là-dessus. On a en français, par exemple, 9 femmes et 3 hommes au lycée. Et puis en EPS, 5 hommes pour une femme. Voilà. Et en maths, plus d'hommes que de femmes aussi. Donc on voit bien que cette répartition de littéraire, les femmes vont plus aller en littéraire, que ça va se retrouver évidemment dans les facs de lettres, comme on l'a vu aussi dans un des documents,
où elles sont, je crois, 3/4, elles composent 3/4 des effectifs en fac de lettres, contre 1/4 des garçons, qui vont, eux, être plus importants dans les écoles d'ingénieurs, aussi parce que ils vont avoir cet esprit de compétition qui est nécessaire aux classes préparatoires, aux écoles d'ingénieurs, parce que c'est des lieux où la compétition est rude pour les meilleures places. Pour finir sur la question de la socialisation genrée, on peut dire que les filles réussissent mieux, mais qu'elles subissent un plafond de verre. C'est-à-dire que plus on monte haut dans la hiérarchie, plus les hommes sont présents et plus elles sont déclassées. Plus ça va être difficile pour elles d'y accéder à ces hautes fonctions, malgré leur niveau scolaire qui est au départ meilleur en moyenne. Parce que les préjugés et la socialisation jouent à plein. C'est-à-dire qu'une femme patron du CAC 40, des 40 plus grandes entreprises françaises, eh bien, une femme on va plutôt douter de sa capacité d'autorité à commander les autres. Donc ce doute-là, par exemple les maires, très peu de femmes sont maires, ça doit être moins de 10%. Président de la République, il n'y a jamais eu de femme, par exemple. Et donc ce plafond de verre, vous avez dû le voir aussi peut-être en première, eh bien, plus on va dans la hiérarchie, par exemple, elles sont très majoritaires, les femmes, en institutrices. Il y a parité au collège, lycée, entre les professeurs hommes-femmes, mais quand on arrive aux professeurs à l'université, maîtres de conférences, eh bien là, elles deviennent minoritaires. Donc, parce qu'il y a ce plafond de verre qui fait que c'est compliqué pour elles. Et puis, il y a une sorte de curriculum caché, qui est expliqué, document 2, page 256. Voilà, qui, en fait, le curriculum caché, c'est quoi? C'est que vous avez un CV avec vos diplômes, etc. Mais si vous êtes une femme, on va supposer que vous êtes plus compétente dans les métiers dits féminins et moins compétente dans les métiers dits masculins. Donc, ça va jouer aussi, ou en vous valorisant, ou en vous pénalisant. Voilà, donc je vous invite à lire ce document-là et à compléter un petit peu ce que je viens de dire. Voilà. Donc je vous fais la deuxième vidéo en dessous sur le reste du chapitre.